Avant de vous laisser profiter de cet épisode, j'aimerais vous parler d'une initiative lancée par Tilly, votre service de couturier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai déjà commencé la liste des cadeaux de Noël. Alors quand Tilly m'a présenté son idée de carte cadeau, j'ai trouvé ça génial. Le principe est simple, vous choisissez un montant à partir de 25 € et vos proches pourront utiliser cette carte cadeau pour tester les services de Tilly. Ils pourront prendre un rendez-vous avec un couturier ou une couturière pour réparer leurs vêtements abîmés, pour ajuster des pièces trop longues ou pour moderniser une veste par exemple qui n'est plus au goût du jour. En fait, l'idée, c'est de leur donner l'opportunité de chouchouter les habits auxquels ils sont attachés plutôt que de les jeter ou d'en racheter. Et en plus, comme c'est Noël, on s'est dit que c'était l'occasion de vous gâter. Alors si vous achetez une carte cadeau avec le code podcast50 sur le site de Tilly, vous pouvez tenter de remporter une deuxième carte cadeau d'une valeur de 50 € pour tester vous-même les services de Tilly ou pour déposer une deuxième carte cadeau sous le sapin, c'est vous qui voyez. Alors rendez-vous sur le site cadeau.tilly, cadeau au singulier.ti2li.fr pour acheter votre carte cadeau et pour tenter de remporter le jeu concours avec le code podcast50. Bonne chance et merci à Tilly de soutenir Nouveau Modèle. Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous. De leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Cet épisode a été enregistré lors d'une table ronde organisée par les Galeries Lafayette à l'occasion de leur projet Changeons de mode. Lors de cet événement, Laurie Tillman, Coralie Marabel et Eva Bromberg ont partagé avec le public leurs conseils pour lancer une marque de mode responsable. J'ai donc souhaité vous en faire profiter et voici la rediffusion de cette conversation enregistrée aux Galeries Lafayette le 6 octobre 2020. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici. Alors je vais commencer par présenter rapidement les intervenantes. Donc on est ici pour une table ronde sur comment lancer une marque de mode responsable. Donc vaste sujet, on va essayer de détailler tout ça. Alors on va commencer avec Laurie Tillman qui est ici, qui est directrice artistique de la marque parisienne Et alors. Tu es journaliste aussi sur Teva pour le programme À Pieds Zen, autrice, ancienne Miss France, enfin voilà, beaucoup de choses, beaucoup de casquettes. Coralie Marabel qui est ici, qui est la créatrice de la marque éponyme, donc Coralie Marabel. Ça fait depuis 2016, je crois, que ta marque existe, après avoir remporté le concours au Festival de Hyères en 2014. J'ai bon ? Super. Et Eva Bromberg, alors qui est dirigeante de Cœur Paris. Donc tu proposes des vêtements brodés notamment. Donc ça fait aussi depuis 2014 que tu existes après une première collaboration avec le magasin Colette. Donc voilà pour la présentation. Donc comme je le disais, on est ici pour détailler un peu comment on peut faire pour lancer une marque de mode responsable. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a énormément de choses dans cette question, à la fois les lieux de fabrication, les matières qu'on peut utiliser, la démarche globale d'une marque, enfin énormément de sujets. On va peut-être commencer avec une question un peu globale que je vais poser à toutes les trois. On va faire dans l'ordre. On va commencer avec toi, Laurie. Quels étaient les critères indispensables pour toi quand tu as eu l'idée de lancer Parisienne Et alors ? Quels étaient les critères indispensables quand tu t'es dit « c'est bon, je lance une marque responsable » ? En fait, je vais répondre autrement et je vais prendre la question dans l'autre sens parce que les premières problématiques que je me suis posées, c'était en tant que consommatrice comme l'ensemble d'entre vous aujourd'hui, j'imagine. Déjà, bonjour à tout le monde et merci d'être aussi nombreux en cette période un peu particulière. Ça fait plaisir de voir des visages. Je souris, ça se voit pas, mais voilà, c'est très cool. Et c'est vrai qu'en tant que consommatrice d'abord et férue de mode, j'avais envie de consommer mieux. J'avais envie de consommer français. Donc ça, c'était la première. Donc j'avais un cahier des charges, forcément, on commence tous comme ça,
Et l'idée, c'était de produire français et, si possible, avec des matières naturelles. Donc ça, c'est venu dans un second temps. Et en fait, en rencontrant mes associés qui sont juste là, Axel et Dorothée, qui étaient elles vraiment dans l'univers de la mode, ce qui n'était pas mon cas, parce que vraiment quand on débarque, c'est pas évident de trouver ces marques. Aujourd'hui, ça va mieux, mais qu'est-ce que c'est que modéliser une pièce, qu'est-ce que c'est que la fabriquer, ou choisir son tissu, tout ça, c'était des choses que je maîtrisais pas au démarrage, mais mon cahier des charges au départ, c'était ça, et c'est ce qu'on a réussi à créer d'entrée de jeu. Très bien. Ouais, donc c'est bon. Très bien. Donc le Made in France qui était vraiment important pour toi. Coralie, quel était toi ton cahier des charges, tes critères indispensables quand tu as décidé de te lancer? Alors moi, c'était très important de faire des produits vraiment bien faits. Moi, j'ai été formée dans des grandes maisons de luxe, donc j'avais cette formation il faut faire des beaux produits bien finis, chaque finition, la matière c'est hyper important, où est-ce que c'est fabriqué. Et à l'époque, en 2016, on parlait très peu de transparence sur la mode, et il y avait très peu de marques qui nous racontaient où c'est fabriqué. Et même en tant que cliente, moi j'avais envie d'avoir des produits où je puisse savoir comment c'est fait, d'où ça vient, la matière c'est quoi, est-ce que c'est bien. Voilà, d'avoir vraiment un produit dont je puisse être vraiment fière et de dire voilà, ce pull, il est fabriqué en 100% laine, il est fabriqué en France. Mes usines, j'y suis allée plein de fois, je les connais hyper bien, je sais que c'est des gens qui travaillent extrêmement bien, qui ont le même souci, les mêmes exigences de qualité que moi, et vraiment de faire des produits bien pensés du début à la fin, quoi. Ok. Et Eva, toi? Alors moi, une des choses qui était super importante au début, c'était l'artisanat. Donc c'est ma grand-mère qui m'a appris à broder quand j'étais toute petite, et j'ai vraiment voulu conserver ça. Aujourd'hui, il y a 70% des broderies qu'on fait qui sont faites à la main, et c'est super rare dans le prêt-à-porter, parce qu'il faut savoir que ça représente à peu près 1h30 en moyenne de travail. Ensuite, l'humain, c'était quelque chose de très important pour moi. L'idée de base avec ma marque, c'était de broder ce que les gens ils ont dans leur cœur. Et quand on part de ça, forcément, il faut que derrière il y ait de l'humain, que ce soit pas des machines qui répondent. Donc une des premières personnes que j'ai recrutées après les brodeuses, c'est ma maman, qui s'occupe de faire le service client et qui répond à tous les mails quotidiennement. Et la dernière chose, c'était de s'amuser. C'est une marque que j'ai créée en m'amusant. J'avais 19 ans, je me rendais pas trop compte de ce que j'étais en train de faire. Et j'ai toujours cherché à ce que il y ait cette légèreté, que ce soit pour mon équipe, mais aussi pour notre communauté. Ouais, et puis c'est vrai que ça reste de la mode, ça reste des vêtements, donc c'est important d'avoir ce côté beau, qui attire, faut pas l'oublier. Et c'est vrai que même si c'est une marque responsable, il y a la dimension mode derrière. Alors en préparant les questions, je me suis dit on va peut-être prendre dans l'ordre un peu chronologique. Quand on lance une marque, il faut trouver ses lieux de fabrication pour créer ses vêtements. Je sais pas si on réfléchit comme ça, je suis pas créatrice, mais moi je me suis dit il faut d'abord le lieu de fabrication. Vous toutes les deux, donc Coralie et Laurie, il y a du Made in France, beaucoup pour toi Coralie, toi exclusivement Laurie. Quels étaient un peu les défis quand vous avez décidé de faire fabriquer en France ? Aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour ce Made in France, mais en vrai, quels sont les défis de cette fabrication française ? Tu veux entamer ? Vas-y, Laurie, vas-y. L'un des premiers défis quand on veut faire de la mode responsable, c'est d'être au début de la chaîne, c'est-à-dire que quand on pense responsable, on pense petite production. C'est notre cas, j'imagine que c'est le tien aussi. Et forcément, on produit en fonction de la demande et pas en grande quantité. Enfin, je vous donne à titre d'exemple, chaque pièce qu'on sort à chaque collection. Donc il faut savoir qu'on sort une collection à peu près tous les 2 mois, parce qu'en fait chaque collection et chaque produit n'est produit qu'entre 10 et 30 pièces, à part pour celles qui vraiment par chance cartonnent. Dans ce cas-là, on produit en fonction de la demande parce qu'on voit qu'il y a un gain d'intérêt. Et en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, les entreprises françaises, on vient les voir pour leur savoir-faire. Ça, c'est la première chose, et pour pas le perdre, ce savoir-faire. Et le seul souci, c'est que n'étant pas une grosse enseigne, on a toujours cette espèce, on arrive en tant que petit poussé comme ça, en essayant de se faire une petite place pour faire en sorte que nos délais soient respectés auprès de nos consommateurs, pour pas les faire attendre 1 mois pour un t-shirt en coton bio, quoi. Ça, c'est la plus grande des difficultés.
Ok, ces fameux aussi minimum de commandes. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui m'en parlent. Et toi, Coralie, quels sont un peu les défis que tu identifies sur ce Made in France, cette fabrication française ? C'est un peu la même chose, c'est qu'il y a des minimums de quantité souvent à respecter. Donc, il faut arriver à trouver des fabricants qui acceptent de travailler avec des petits créateurs et des petites quantités au début. Et il y a aussi un souci de prix, c'est que les gens veulent du Made in France, mais souvent ils sont pas prêts à payer le prix du Made in France parce qu'en France, ça coûte très cher. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre pour arriver à faire un produit Made in France avec toutes les exigences qu'on veut en termes de qualité et le sortir à un prix qui corresponde à notre positionnement de marque, qui va plaire à la cible. Et c'est cet équilibre-là qui est pas toujours facile à trouver. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques aussi, et cette question elle s'adresse plus à toi Eva, qui partent au Portugal parce que c'est vrai que la fabrication française elle est pas évidente, on l'a dit, il y a beaucoup de défis et puis il y a malheureusement cette perte de savoir-faire qu'on peut pas nier. Toi Eva, si je dis pas de bêtises, tu as opté pour le Portugal pour la fabrication de tes vêtements. Pour quelles raisons ? Alors, donc nous, il faut savoir que toutes les broderies qui sont faites à la main, elles sont faites à Paris dans mon atelier. Depuis 2014, j'ai formé toute une équipe de femmes qui se rassemblent, qui ont des âges différents, qui viennent d'horizons différents, mais qui ont la même passion de la broderie. Donc, toutes les broderies qui sont faites à la main sont faites à Paris, ce qui représente un vrai coût. Et forcément, au début, j'ai cherché à fabriquer notamment nos t-shirts en France. Mais il faut savoir qu'un t-shirt fabriqué en France plus une broderie faite à la main à Paris, ça représentait à la fin un prix de vente qui était très élevé. Donc c'est pour ça que je suis partie au Portugal. Et en fait, j'ai vraiment visité les usines. Je suis partie une semaine avec ma maman, encore une fois. Et on a visité toutes les usines. On a vraiment voulu rencontrer les personnes. Et enfin, le Portugal, c'est vraiment super pour la qualité, pour aussi la distance. Enfin, on n'est pas si loin au final. La proximité. Exactement, merci. Et on est super contents. Et d'ici la fin de l'année, toute notre fabrication sera faite au Portugal, dans une usine qui est familiale, qui est super. Ok, c'est vrai que c'est beaucoup le cas de jeunes marques éthiques qui se lancent, qui vont aller chercher aussi du savoir-faire au Portugal, parce que c'est proche, parce que ça a des avantages. Pour aussi peut-être répondre à des demandes que je reçois régulièrement sur ce fameux lieu de fabrication, est-ce qu'on peut faire du responsable, de l'éthique quand on fait fabriquer en Chine ou au Bangladesh par exemple ? Moi j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. C'est pas votre cas, mais peut-être qu'on vous pose la question aussi. Voilà, donc qu'est-ce que t'en penses, Laurie ? À partir du moment où on parle de responsabilité, que ça soit en tant que créateur ou que consommateur, on pense à minimiser sa dépense carbone. Moi, ça fait partie de mes priorités. Donc, je ne pense pas qu'on puisse envisager une mode responsable en achetant ou en fabriquant en Chine. C'est mon avis. Après, on peut pas non plus. L'idée, c'est pas de taper sur les doigts de ceux qui le font ou d'être moralisateur. Là-dessus, c'est plus du tout notre rôle, je pense. Mais en ce qui me concerne, je préfère éviter. Coralie, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense qu'il y a des usines en Bangladesh, je ne saurais pas, mais je sais qu'en Chine, il y a des usines qui sont ultra modernes et qui travaillent forcément très très bien, parfois même mieux que nous, parce qu'ils sont mieux équipés. Après, on n'a aucun moyen de vérifier. Il y a une grosse barrière de la langue et de la culture. Et puis, en effet, c'est hyper loin. Donc, moi, je trouve que c'est très risqué parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir aujourd'hui. Et puis aussi, c'est une culture aussi de pays. C'est que pour ceux qui sont déjà allés en Chine, on voit bien qu'ils ont un train de retard sur cette prise de conscience écologique. C'est pas dans la culture de tout le monde, quoi. Eva, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, du coup, je rejoins ce qu'ont dit Coralie et Laurie. Après, je pense que il y a certaines usines dans ces pays qui ont des certifications. Et puis, de la même manière que ce que j'ai fait quand je suis allée au Portugal, si on décide de travailler avec ces pays, je pense que c'est bien d'aller sur place pour pouvoir échanger avec... Obligatoire. C'est obligatoire, exactement. Pour échanger avec les personnes qui sont sur place, rencontrer, voir les conditions de travail. Donc, le portugais, c'est quand même plus proche de chez nous que le chinois. Qu'est-ce qu'on parle au Bangladesh ? C'est une bonne question. Bon, bref, la question ne se pose pas, mais bien sûr, il y a... Muito obrigado. C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue aussi qui est pas forcément évidente. Et puis aujourd'hui, avec le scandale autour de la situation des Ouïghours, c'est compliqué. La Chine, je me permets d'en parler rapidement ici, mais
Ouais. Je partage votre opinion. Et alors on va parler des matières maintenant. Donc on a évoqué le lieu de fabrication. Quand on se lance, il y a aussi la partie matière. Ça, c'est une énorme problématique pour beaucoup de marques. Comment vous choisissez les matières? Pareil, quels sont les critères indispensables pour vous? Parce que je sais qu'on peut pas être parfait sur toute la ligne. Quand on a un axe qui est le fabriqué local, ça a déjà un coût. Si en plus on se rajoute le coût des matières hyper irréprochables et tout, bon à la fin l'addition ça devient un peu compliqué. Donc je sais pas, Laurie, comment toi tu fais le choix de tes matières que tu utilises pour Parisienne et alors? Alors en ce qui nous concerne, on utilise du coton bio, de la viscose naturelle. Lorsqu'on doit utiliser du polyester, on arrive à récupérer maintenant du polyester recyclé, à recycler du polyester de certaines matières ou qui viennent de chez nous ou de l'usine qu'on emploie. Et de la laine, forcément, on rentre en plein dedans. Et l'un de nos petits succès récemment, ça a été parce qu'on n'avait jamais réussi à faire de la laine made in France jusqu'à présent, et parce que tout simplement, notre problématique, c'était qu'il y avait plus beaucoup, voire quasiment pas d'usines qui étaient en fait qui mettaient en avant le savoir-faire français sur la partie lainage. Et grâce à Parisienne et alors et d'autres petites marques qui se bougent dans ce sens-là, on a réussi à faire réouvrir l'une des dernières usines de laine en France. Donc ça, c'est les petits succès aussi qui font en fait domino lorsque on s'engage vers ce genre de démarche et de responsabilité là. Donc c'est jusqu'à présent là, c'est les matériaux qu'on utilise pour nos collections. Ok, donc beaucoup naturel quoi. C'était ça qui était des fibres naturelles, ouais, essentiellement. Et le recycler quand c'est pas naturel. Forcément, voilà. Ouais. Parfois on est obligé d'en user, mais bon, ça représente une petite partie. Ok. Et toi, Coralie, pour les matières? Moi, pour les matières, j'essaye de prendre... moi, c'est vraiment la qualité qui compte beaucoup, parce que c'est ça qui va faire qu'un vêtement... un beau vêtement, ça va être la qualité de la matière, et c'est aussi ça qui va faire qu'il va durer dans le temps. Après, je travaille essentiellement avec des matières naturelles. J'essaye de plus en plus d'intégrer des matières avec des certificats comme le coton certifié GOTS, etc. Après, ça, c'est un combat du quotidien. C'est très difficile quand on est une petite marque parce que, encore une fois, c'est comme pour trouver un fabricant. Hein. Trouver des matières en petite quantité, c'est un parcours du combattant. Donc, trouver des matières de qualité, 100% naturelles, certifiées, c'est un casse-tête chinois. Donc, et ça coûte cher en plus, les labels. Et ça coûte cher, donc on peut pas, c'est impossible d'être 100% parfait là-dessus. Mais du coup, c'est un chemin. Il faut chaque saison, c'est intégrer une nouvelle matière certifiée, prendre des matières vraiment 100%, ou alors s'il y a un peu de synthétique, c'est parce que ça, par exemple, sur le trench coat, il y a 40% de nylon parce que ça permet qu'il soit totalement waterproof. Ça fait une matière qui va hyper bien durer dans le temps, selon les compétences techniques de la matière, etc. On s'adapte. Mais voilà. Et ça, tu les testes avant? Comment tu sais que ça va durer dans le temps? Ça, c'est l'expertise. À force de voir des matières, on va vite voir que c'est la main, ce qu'on dit la main d'un tissu. On va voir comment après on fait des tests de lavage. Et puis après, souvent quand on lance un produit, on va voir comment il vit avec les premières clientes. On a des retours. Mais moi, je porte toutes les pièces, donc je me rends compte tout de suite s'il y a un souci. Mais vu que pour le moment on source que des super matières en Europe, on n'a jamais eu d'accident jusqu'à présent. Ouais, parce qu'il y a des marques qui vont aussi leur faire vivre beaucoup de choses aux matières, les tirer, les laver, pour voir si ça dure. Nous on n'en est pas là, c'est génial. Les marques qui arrivent à faire ça, souvent c'est des marques qui ont très peu de produits, c'est des intemporels, donc elles ont le temps de faire 10 machines à laver pour chaque t-shirt, et de tester la matière, et c'est génial, et j'adorerais pouvoir faire ça, mais quand on a une collection avec plus de références et qu'on a une petite structure, pour le moment on n'y est pas encore. Mais il y a un label qu'on peut regarder aussi, je vous donne des petits tips, c'est le label Eau-Ecotex, qui donc est un label certifié par l'État, qui en fait du premier maillon de la chaîne jusqu'au dernier va vérifier qu'on n'utilise pas de produits toxiques pour notre santé, pour la peau, et j'en passe. Et en l'occurrence, je sais pas si c'est votre cas, mais voilà, on a été on est
on est certifié au Ecotex, ce qui rassure souvent aussi le consommateur. Donc ça, c'est important de le jeter. Oui, ce que j'allais dire, les labels, c'est finalement plus à destination des consommateurs, consommatrices, parce que ça rassure. Je pense au label GOTS, par exemple, sur le coton, qui permet de vérifier que ça a été fabriqué dans des bonnes conditions, à la fois pour l'environnement et les droits humains. Mais c'est même plus pour le consommateur, finalement, final. Et toi, Eva, alors je pense qu'il y a beaucoup de coton pour tes vêtements, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Nous, on fait essentiellement donc du coton bio. Mais par exemple, nos fils de broderie, c'est des fils qui sont en coton, mais ça n'existe pas, les fils en coton biologique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire là-dessus. Notamment, on pourrait même envisager des fils à broderie qui seraient faits à partir de recyclage. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire par rapport à ça. Oui, j'allais vous demander sur l'innovation, justement. Comment vous regardez un peu toutes ces nouvelles matières, tout ça qui sont en train d'arriver? Là, ça change très très vite. Ouais. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé, quand j'allais sur les salons de textile demander vous avez des matières responsables, on me disait il y en a 2 là. Enfin, là au bout du rack, il y avait rien. Et là, je pense qu'avec le Covid, ça a foutu un gros coup d'accélérateur. Il y a une énorme prise de conscience dans l'industrie des textiles. Et là, tous mes fabricants, mais il y en a pas un, ils sont tous en train de nous sortir des tissus en matière responsable, viscose éco-véro, coton bio. Ils ont compris que c'est ça ou ils meurent. Ils sont obligés d'aller dans cette direction-là. Et donc là, c'est juste que ça prend du temps parce que souvent les fabricants de tissus, ils ont déjà beaucoup de stock, donc ils doivent d'abord écouler leur stock. Il y a un fabricant avec qui je travaille pas, mais qui fait que du polyester. Ils ont décidé de devenir 100% polyester recyclé sur tous leurs tissus, alors qu'ils en font des tonnes. Enfin, tout le monde est en mode, il faut switcher. Sinon la société ne tiendra pas le coup. Mais c'est juste que ça prend du temps. Et c'est une industrie entière qui doit changer, et ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Et les marques, comme pour les fabricants, c'est une mutation, quoi. Et du coup, faut aussi donner le temps à chacun d'évoluer. Et c'est pour ça que c'était intéressant ce que tu disais, Laurie, sur en s'associant avec plusieurs marques, finalement, on peut faire revenir en France des savoir-faire qu'on n'avait plus, ce genre de choses, quoi. En fait, on n'est pas des concurrents ou des concurrentes. Enfin, merci la concurrence, puisque ces petites ces petites pierres à l'édifice qu'on met en fondant des petites marques qui paraissent pas très grosses sur le papier, mais qui, unies les unes aux autres, vont permettre de changer la mode de demain. Et il y a un vrai regain d'intérêt, non, pour faire revenir un peu tout ce savoir-faire. Je sais pas, vous qui êtes au cœur de cette industrie. Je pense que pour les gros fabricants qui avaient l'habitude de fabriquer très loin, ils se sont rendus compte pendant le confinement que toutes les marchandises étaient bloquées, qu'ils pouvaient pas fabriquer, ils pouvaient pas se faire livrer, qu'il y avait un gros blocage géographique. Et que tous ceux qui étaient en fabrication locale avaient cette réactivité. Enfin, nous, en fabriquant en France, on peut faire des collections, on peut sortir des nouvelles pièces toutes les 4 semaines. Enfin, c'est parce que c'est juste à côté. Et puis les gens sont très réactifs et qu'on fait des petites séries. On a une habilité que les gros n'ont pas. Et je pense que du coup, ils sont tous en train de revenir en Europe parce que aujourd'hui, tout est un peu une course contre le temps. Il faut être plus réactif, il faut faire moins, mais au dernier moment. Enfin, les gens ont peur de s'engager sur une production pour dans 1 an parce que c'est loin, quoi. Et il y a une démarche sociale aussi à tout ça, c'est-à-dire que pendant le confinement, nous, on a conservé tous nos salariés, toutes les petites mains qui travaillent dans les ateliers, et donc elles ont été sécurisées pendant cette période qui a été difficile pour tout le monde, et on a continué à les faire travailler à distance, et elles ont pu conserver aussi leurs emplois. Donc il y a cette dimension sociale, elle est aussi primordiale. On a tendance à l'oublier, mais ça fait travailler beaucoup de personnes. Ouais, je suis bien d'accord, et tu as raison de le rappeler, parce que c'est vrai ce qu'on a vu par exemple au Bangladesh, ce qui se passait, les annulations de commandes, et donc toutes ces personnes qui se retrouvaient sans emploi du jour au lendemain, mais chez eux sans emploi, c'est sans rien de rien, vraiment du jour au lendemain, quoi. Donc sans aide. Ouais, exactement. C'est important de rappeler l'aspect social. Et sur le côté matière, il y avait aussi quelque chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est sur l'upcycling, donc utiliser l'existant. Je sais que Eva, Coralie, c'est aussi un peu votre domaine. Coralie, tu le fais beaucoup. Peut-être que tu peux nous détailler justement cette démarche, pourquoi tu l'as mise en place, qu'est-ce que ça apporte de positif? Alors nous, on a mis ça en place il y a 2 ans. Le but était de collecter 2 fois par an dans notre boutique, dans les vitrines de la boutique, les vêtements des gens, les vêtements de seconde main. On faisait ça en janvier et en juillet, au moment des soldes, au moment où les gens surconsomment. Nous, on disait, nous, on fait pas de soldes et on collecte les vêtements des gens
pour leur donner une deuxième vie. Donc moi, à partir de ce qu'on collectait, je faisais un tri. Certaines pièces, je les retransformais en pièces d'images. J'ai fait des chemises géantes, des manteaux de fourrure. Enfin, l'idée, c'était de faire des pièces très fortes. Et ce qu'on n'utilisait pas, en fait, on a un partenariat avec Emmaüs Alternative, où on leur fait don de tous les vêtements qui restent. Et eux, ils ont une politique de zéro déchet, donc tout est transformé. Soit c'est revendu dans leur boutique, soit c'est transformé en matériaux d'isolation. Enfin, en tout cas, on s'assurait d'avoir une deuxième vie pour chaque vêtement qui nous était donné. Et le but derrière tout ça, c'était de faire prendre conscience aux gens de leur manière de consommer la mode. Et parfois, quand on se fait le tri dans son placard, on se rend compte qu'on a beaucoup trop de choses, qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas mis beaucoup. Et aussi, rappeler aux gens que un vêtement, ça a de la valeur. Aujourd'hui, avec la fast fashion, on a complètement perdu la valeur d'un vêtement. Nos grands-parents savent ce que c'est qu'un vêtement. Notre génération a complètement oublié parce qu'on voit des vêtements à 5 €, 10 €, donc on en achète, on les jette, on s'en fiche. Et on a oublié que derrière chaque vêtement, il y a énormément d'êtres humains. Aujourd'hui, il n'y a pas de robot pour faire des vêtements, il n'y a que des êtres humains. Derrière chaque vêtement, il y a des dizaines de personnes. De la personne qui va faire la matière, jusqu'à la personne qui va l'équipe de design, les gens qui vont couper, les gens qui vont coudre, les gens qui vont mettre les boutons, les gens qui vont repasser. Il y a énormément d'êtres humains derrière chaque vêtement et les gens ont complètement oublié ça et c'est beaucoup de travail. L'autre jour, on a fait un workshop ici pour faire des chouchous. Les gens ont mis 2h30 pour faire un chouchou et j'étais là, vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est de coudre? Essayez de faire une chemise pour vous rendre compte qu'une chemise à 10 €, ce n'est pas possible. Et voilà, donc c'est essayer de faire passer à mon échelle de petite marque et petite créatrice, d'essayer de faire passer des messages pour faire évoluer pour faire changer les mentalités et ça passe aussi par l'éducation et en tant que marque, on a un rôle d'éducation auprès de nos clientes. Et tu me disais aussi, quand on avait enregistré l'épisode ensemble, que sur la récolte des vêtements que tu faisais dans ta boutique, tu voyais arriver tellement de vêtements de mauvaise qualité avec des mélanges, enfin ce qu'on appelle des mélanges, c'est 50% coton, 50% polyester par exemple, et que ça c'était une catastrophe parce que c'est impossible après de les réutiliser, de détacher les fils, enfin... Ouais, en fait au début on avait accepté tout. Et après, je me suis rendu compte que tous les vêtements de fast fashion, on pouvait rien en faire parce que ça vieillit, ça a une durée de vie hyper limitée. C'est complètement pourri comme matière, donc on pouvait rien en faire. Donc maintenant, quand on fait des collectes, on accepte que des vêtements en matière 100% naturelle. Comme ça, déjà, ça fait un gros tri dans les matières de fast fashion. Et puis, ça oblige les gens aussi à regarder l'étiquette, de se rendre compte qu'est-ce qu'ils portent et est-ce que c'est bourré de polyester, est-ce que c'est voilà. Et toi, Eva, est-ce que tu peux nous parler de Réparateur? Parce que je trouve ça hyper intéressant, donc peut-être nous détailler un peu ce que vous proposez sur cet esprit de utiliser l'existant, voilà. Alors donc nous, l'année dernière, on a créé notre service de réparation de vêtements qui s'appelle donc Réparateur. L'idée avec ce service, c'est de donner une nouvelle vie aux vêtements de votre armoire. On considère que c'est notre collaboration avec l'armoire de nos clients. Donc l'idée, c'est que nous, on est une marque essentiellement de t-shirts, de sweats. Donc l'idée, c'est de pouvoir élargir notre gamme de produits à partir de ça, à partir des vêtements que vous avez. Chez Care, on pense qu'un vêtement qui a une valeur sentimentale, c'est un vêtement qu'on risque de garder dans son armoire le plus longtemps possible. Et donc, avec Réparateur, l'idée, c'est à la fois de réparer votre vêtement. Typiquement, vous avez un pull et il y a un petit trou de cigarette dedans. Vous nous l'apportez et nous, on va à la fois le réparer, mais en plus de ça, on va le broder. Par exemple, la dernière fois, il y a une femme qui nous a apporté à l'atelier un pull, donc avec un trou de cigarette. Et nous, on a non seulement réparé, mais on a brodé des petites fleurs et du coup, ça rend la pièce encore plus unique. Et avec Réparateur, on fait aussi de la customisation sur vos vêtements. Donc, comme je vous disais, nous, on fait essentiellement des t-shirts et des sweats. Et moi, je pense qu'il y a des super marques, et on le voit ici, des super marques qui proposent des vêtements vraiment super. Et l'idée, c'est d'apporter une broderie, quelque chose de personnel dessus, et donc sur ces vêtements existants. Ouais, de pas gaspiller. Et du coup, ça fait le lien avec ma prochaine question qui est sur finalement la démarche globale d'une marque, parce que donc là, on a parlé des lieux de fabrication, des matières. Alors, on l'a rapidement évoqué. J'imagine qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a aussi la démarche derrière globale d'une marque, notamment sur les quantités, qui est un gros sujet en ce moment et qui revient de plus en plus sur le devant de la scène, sur
comment réduire cette quantité de vêtements qu'on a tellement en abondance. Et ça, je sais que Coralie, c'est aussi un sujet qui te tient à cœur. Enfin, tout finalement sur produire de façon raisonnée, en série limitée, en petite quantité. Alors, comment on s'y prend pour faire ça, pour être dans cette tendance du réduire, de réduction, voilà, de cette quantité de vêtements? Je sais pas qui veut commencer. Coralie, vas-y. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est un problème de mentalité qu'il faut éduquer, et juste du coup c'est rappeler aux gens qu'est-ce que c'est un vêtement en fait. L'été dernier, j'avais fait des chemises géantes de 2 mètres par 2 mètres. Et le but c'était de dire mais regardez ce que c'est qu'une chemise. Il y a un col, un pied de col, un devant, un dos, une patte de boutonnage, un poignet, des boutons. Tout ça, c'est énormément de travail en coupe, en montage. Et c'est juste rappeler aux gens le temps que ça prend pour faire un vêtement, le savoir-faire que ça nécessite, et rappeler que derrière il y a de l'humain, parce que souvent c'est oublié. Ouais, et puis les prendre à partie aussi. Les réseaux sociaux sont formidables pour ça, c'est-à-dire que on n'est pas sans faille, donc leur expliquer que forcément ce pull ou ce t-shirt, s'il leur plaît, c'est génial et merci, mais il vous faudra 15 jours peut-être pour le recevoir, parce que là, nos 10 premiers produits sont épuisés, donc désolé, mais merci. On n'est pas à la minute, pour recevoir une pièce qui nous a vraiment tapé dans l'œil. Donc voilà, c'est aussi peut-être rééduquer à cette mode slow fashion et essayer de nous d'être les ambassadrices de ce mouvement, et derrière éduquer aussi nos clients et clientes. Avec pardon, Coralie, si tu voulais réagir, vas-y. J'allais juste rajouter c'est juste que les gens, jusqu'à présent, l'industrie de la mode a toujours été très secrète sur la manière de fabriquer un vêtement, et donc les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est et de la complexité. Par exemple, pour un trench, il me faut le tissu, mais il me faut aussi le thermocollant, il me faut les boutons, il me faut les étiquettes. C'est à chaque fois des fabricants différents. Il faut que du coup tout arrive en même temps. Donc en fait, c'est une course contre la montre. Faut être sûr qu'il manque rien pour pouvoir lancer la prod, mais il faut que mon fabricant il soit disponible au moment où moi je veux produire, parce que peut-être qu'à ce moment-là il produit pour quelqu'un d'autre. Enfin, c'est hyper compliqué de faire tout ça, et quand on est des petites structures, qu'on fait des petites quantités, c'est encore plus dur, parce qu'on n'a pas de force par rapport face aux gros fabricants. Bien sûr. Et je voulais te demander, Eva, toi, avec la broderie, avec les ateliers de broderie, ce genre de choses, est-ce que tu as l'impression que c'est plus simple de faire passer ce genre de message sur la slow fashion, parce que broder, effectivement, c'est un travail manuel, de précision, qui prend du temps? Oui, totalement. Alors déjà, je vais revenir sur ce qui a été dit. Bien c'est sûr. vrai que nous, par exemple, comme on fait essentiellement des vêtements personnalisés et des séries limitées, on ne stocke rien, on stocke uniquement de la matière et on brode. Donc la broderie est faite une fois la commande faite. Et en plus de ça, on s'aperçoit que du coup, on a un taux de retour qui est pratiquement nul. On est à moins de 0,5, ce qui est très rare dans l'e-commerce. Et pour revenir sur ta question par rapport à la broderie, donc cette année, on a lancé la Cœur Academy. C'est des ateliers, des cours de broderie dans nos ateliers. L'idée, c'est d'apprendre à notre communauté à broder et de les sensibiliser au savoir-faire de la broderie. Et par exemple, la semaine dernière, on a une fille qui est venue à l'atelier, et un peu comme Coralie, elle est arrivée avec un exemple de broderie qu'elle voulait faire. Et l'atelier dure 2 heures, et à la fin, elle nous a dit mince, j'ai pas eu le temps, etc. Et c'est vraiment pour montrer aux gens que ça prend du temps. Nous, on a certaines broderies, et aujourd'hui, avec la personnalisation, les gens nous envoient leurs dessins et on les brode. Et il y a certains dessins, ça peut prendre jusqu'à 4 heures pour faire la broderie à la main. Donc les gens se rendent pas forcément compte, et c'est super intéressant de sensibiliser notre communauté de manière ludique à travers ces ateliers. Dans nos ateliers. Ouais, le communiquer en faisant, finalement. C'est ça. Et il y a un autre aspect aussi dans la mode responsable, c'est le gaspillage. Là, on en a parlé évidemment avec des productions raisonnées en petite série, mais le gaspillage de toutes les chutes, par exemple, qu'on utilise quand on fait un vêtement. Je sais qu'on en avait parlé, Coralie, tu m'avais montré les boîtes, tout ce que tu gardais pour refaire des choses derrière. Il y a aussi la précommande qui se développe de plus en plus, et j'aurais aimé avoir votre avis sur toutes ces petites choses que vous pouvez faire, vous, en tant que marque, pour limiter ce gaspillage. Donc savoir ce que vous pensez de la précommande, si vous en faites, et comment vous utilisez peut-être les chutes, ce genre de choses.
À fond, nous on marche beaucoup à la précommande parce que donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir zéro stock comme toi Eva et je pense aussi Coralie puisque déjà on n'a pas le lieu pour le stocker. Donc l'unicité aussi du produit c'est sa rareté, donc c'est-à-dire que dans les 10 pièces qu'on va produire lors du lancement de la collection, peut-être qu'on en reproduira 10, 20 en précommande, donc après les 10 premières. Donc ça mettra entre une semaine et 15 jours à se reproduire, donc on doit l'expliquer aussi aux clientes, mais ça y est, maintenant elles l'entendent. Et une fois que ce tissu, en l'occurrence, donc Made in France, ne sera plus disponible, qu'on pourra plus en produire, on leur explique tout simplement que ça y est, c'est terminé. Et c'est aussi la magie de cette exclusivité, de se dire j'aurais peut-être pas ma copine de bureau ou de classe qui portera la même veste ou le même t-shirt. Ça nous est tous arrivé et c'est tellement relou. En vrai, on a envie d'avoir notre vêtement pour nous. Donc, quand tu débarques à un mariage avec la même robe. Mais franchement, mais on va pas citer la marque, mais on l'a toute faite, voilà. Et ça nous énerve au plus haut point. Donc voilà, c'est aussi tendre vers un modèle qui apporte encore plus de charme à notre garde-robe parce qu'on sait que cette pièce-là il n'y en aura pas beaucoup qui l'auront dans notre région, dans notre ville, en France. Bref, c'est vous avez compris quoi. L'unicité. On remet de la valeur en tout cas, de l'attachement aux vêtements et de l'attachement. Qu'on avait tendance à avoir perdu quand on voit les quantités dans les magasins de fast fashion. Là au moins, on se dit finalement j'y suis bien attachée à ce vêtement et je l'aime quoi. Et toi, Coralie, quelles sont un peu toutes tes astuces, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas tes façons de faire pour limiter ce gaspillage? Nous, justement, on fonctionne en petite série pour justement avoir très peu de stock et ne pas avoir à faire de soldes, parce que moi aussi, j'ai toujours été un peu militante anti-soldes, même si dernièrement j'étais obligée d'en faire, mais jusqu'à présent, pendant 3 ans et demi, on n'en faisait pas. Parce que ça tue le produit et pareil, c'est juste, en fait, si je solde mon produit à 50%, c'est-à-dire que je solde mon travail, je solde le travail de mes fabricants et derrière tout ça, c'est des gens et non, c'est du temps humain qui n'est pas soldable. Donc j'essaye du coup de limiter vachement mes quantités. Donc là, du coup, on communique dessus auprès de nos clients. On leur dit, là-dessus, il y a très peu de stock. Si jamais c'est en rupture de stock, parfois on peut en refaire, parfois non. Mais ça, du coup, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème. Nos clientes, elles sont vraiment, elles apprécient cette démarche et elles sont pas, s'il y a un produit qui est plus en stock, elles sont prêtes à attendre le temps qu'ils reviennent. De toute manière, nous, on développe des pièces qui ont le but d'être intemporelles, donc on n'est pas dans un truc où demain, ça sera plus à la mode. On développe des pièces qu'on pourra porter longtemps, donc on n'est pas à une semaine près. Et sur les chutes, vous avez Eva aussi, j'aimerais bien t'entendre sur cette question-là. Je sais pas quelles sont tes astuces un peu sur limiter ce gaspillage de la mode. Du coup, nous, comme c'est des pièces qui sont essentiellement personnalisées, du coup, il n'y a pas vraiment ce problème-là. Avec les séries limitées non plus. Après, je pense qu'il se passe vraiment des choses super intéressantes avec l'économie circulaire. Tout ce qu'on voit, le phénomène Vinted, en fait, il est hyper intéressant. On transmet un vêtement qui nous appartient à quelqu'un. Il y a quand même un côté, même si tout le monde n'est pas adorable sur Vinted, il y a un côté très humain. Et puis nous, pareil, donc pas de stock, pas de solde. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on a une pochette surprise qui est présente toute l'année sur le site et qui permet en fait à des gens qui veulent pas forcément mettre 45 € dans un t-shirt, d'avoir un t-shirt surprise à prix réduit et avec un côté un peu ludique, un peu sympa. Voilà. Et il y a cette fameuse mode des masques aussi qui nous a permis nous de découler des chutes de tissu qui n'étaient pas suffisamment suffisantes pour recréer un chemisier par exemple. Je vois Margot qui porte un super masque qui est issu en fait d'une chute d'un chemisier un peu jungle et d'une jupe qu'on avait fait. Et en fait lorsque les masques sont devenus obligatoires, on a en fait on a recréé donc autant de masques qu'on pouvait. En l'occurrence, on a réussi à en faire 500. Et en fait, dans chaque commande, on a glissé un petit masque gratuitement pour chaque commande parisienne et alors faite. Donc ça a fait sourire derrière les masques pas mal de nos clientes et c'était un petit geste aussi ça fait des petits cadeaux en plus ou pas. Des fois, c'est des rubans ou des chouchous. On en parlait tout à l'heure, mais il y a toujours le moyen de récupérer tout ça pour se déstocker nous, s'alléger et alléger notre planète, quoi. Ouais.
Et le côté aussi transparence, vous l'avez rapidement dit, Laurie évoquait aussi l'intérêt des réseaux sociaux. Et j'avais envie de vous poser la question de comment on éduque efficacement quand on est une marque sur toutes ces questions-là. Comment on communique avec les consommateurs, les consommatrices de façon efficace. Et quand je dis efficace, c'est-à-dire sans moraliser, sans donner de leçons, tout en essayant de faire passer les bons messages. Comment vous faites? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, par exemple, pour aller filmer vos usines? J'en sais rien. Il y a de plus en plus de marques qui le font, et je trouve que moi, en tant que consommatrice, je me dis tiens, c'est sympa. Je vois les coulisses de la marque, c'est transparent. Elle n'a rien à cacher. Quel est votre avis sur ça? Comment vous faites pour être le plus transparente possible? Nous, on le raconte sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, mais moi, je me rends compte qu'on le fait encore pas assez, parce que souvent, c'est des choses, j'ai l'impression de le dire et de le redire, et en fait, c'est juste que pour moi, c'est tellement quotidien que, en fait, il faudrait spammer les gens, il faudrait le dire tout le temps, parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde sait que je fabrique en France, mais les gens, ils le savent pas, tout le monde, toute cette démarche-là, on a l'impression de le dire tellement souvent, mais en fait, les gens qui nous suivent sur Instagram, je crois que maintenant il y a que 10% de ceux qui nous suivent qui nous voient. Et en fait, faut répéter les messages encore plus, et du coup là, nous on essaye de se répéter davantage sur nos démarches. Justement, la semaine prochaine, je vais filmer l'usine où je tricote ces pulls-là, d'essayer de montrer plus de choses. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est montrer le processus de quand je fais un patronage, quand je fais des fittings, quand on coupe un vêtement, quand on fait un prototype, d'essayer de montrer encore plus tout le processus, parce que c'est souvent ce qu'on montre pas du tout dans les maisons de luxe. Et c'est ce qui est le plus génial et le plus croustillant, quoi. Je vous donne un exemple concret parce que, évidemment, on est dans les mêmes démarches, mais il y a une question de taille aussi qui nous est arrivée, c'est-à-dire que, en gros, je me réexplique, pardon, c'était pas très clair ce que j'étais en train de raconter. En fait, donc, dans l'idée de créer peu de stock, de ne pas en avoir, on s'était rendu compte au début de la marque, on voulait être une marque inclusive, donc on allait de la plus petite taille jusqu'à la plus grande, et en fait on se retrouvait avec du 34, du 44 sur les bras, sans savoir qu'en faire, parce que ça ne se vendait pas. Et un jour, donc du coup on a décidé de produire le 36, le 38 et le 40 qui se vendaient le mieux. Et je me suis retrouvée à me prendre à la figure, mais pourquoi vous faites pas des petites tailles comme le 34? Pourquoi vous faites pas du 40D, du 44? Et du coup, j'ai dû éduquer, donc me mettre en scène moi-même en disant voilà ce qui s'est passé. On n'avait pas de commande, et comme notre objectif en fait c'est de faire du zéro déchet et du zéro carbone, et de pas produire pour rien. Voilà la raison pour laquelle on a dû l'arrêter. Mais si vous en êtes d'accord, essayons et testons ensemble, puisqu'on est connectés ensemble maintenant et que c'est possible de le faire. Je vais réouvrir toutes ces tailles à la précommande. Si vous répondez présente, forcément, on va continuer l'aventure ensemble. Et en fait, ça a marché, c'est-à-dire que tout simplement en éduquant, en se mettant un peu en scène, il faut pas avoir peur de le faire. Parfois, ça réveille de nouvelles consciences et une nouvelle clientèle qui était pas au courant, en tout cas qui avait compris le message à l'envers. Et c'était dommage. Donc voilà, c'est un des petits problèmes qu'on a réussi à solutionner comme ça pour satisfaire le plus grand nombre. Eva, j'aimerais bien t'entendre sur cette question-là aussi. Alors nous, pour la broderie, ce qu'on fait, c'est que nos ateliers sont ouverts au public. Vous pouvez venir boire les fraises avec nous, avec les brodeuses, discuter. C'est totalement ouvert. Vous venez sur rendez-vous. Et par exemple, quand on a un pop-up dans un grand magasin, je demande à mes brodeuses d'être présentes sur place, et elles brodent devant tout le monde. Il y a des grands-mères qui leur posent des questions. Ça crée vraiment un lien. Et sinon, j'essaye d'inclure le plus notre communauté dans ce qu'on fait. Par exemple, pendant le confinement, on a fait un jeu concours sur le thème Spread Love, Not the Virus. Et l'idée, c'était de nous envoyer un dessin. Et les dessins gagnants ont été brodés sur des t-shirts dont les bénéfices ont été reversés à la PHP. Et on a reçu plus de 800 dessins en quelques jours. Et les gens nous disaient, mais c'est super. Ils se sentaient impliqués dedans, etc. Donc je pense que y a vraiment un moyen aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de communiquer avec notre communauté et de les inclure dans tout un tas de choses.
Et ça me fait penser justement à une question. Tu parles d'associatif. Je sais que Laurie, vous le faites aussi pas mal sur reverser une partie de vos bénéfices à des associations. Et ça aussi, c'est intéressant. Je vois de plus en plus de marques s'y mettre et même le proposer au moment de l'achat. Voilà, vous pouvez arrondir et on donnera cette partie-là à une association. Qu'est-ce que vous pensez de ce système-là ? Moi, je suis à fond. J'épuise mes associés avec ça, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, lorsqu'on a créé Parisienne et alors, donc je voulais absolument qu'on plante un arbre à chaque fois qu'une pièce était commandée. Donc, ce qu'on a fait, on a réussi avec Reforest Action à replanter plus de 2000 arbres au parc de Vincennes à l'issue. Ensuite, on a voulu tenter de donner, on a créé des t-shirts en collaboration avec No More Plastique pour lutter et en tout cas améliorer la santé de nos océans. Lorsque le Covid est arrivé, j'ai dit on fait quoi à minuit. Ok, on donne à Fondation de France. Enfin, en fait, on essaye en fonction de l'actualité, de mes humeurs aussi, de l'humeur sociale et pesante parfois, de donner en tout cas une part à chaque fois systématiquement à une œuvre qui m'est chère et c'est vrai que c'est un long process à mettre en place, mais en tout cas, pour moi, c'est normal de ce que la planète finalement a à nous offrir, parce que quoi qu'il arrive, on produit quand même. L'idée, c'est de renvoyer en tout cas l'appareil. Ouais. Et ça marche bien. Je sais pas pour toutes les deux. C'est bien perçu en tout cas. Ouais, je pense que les clients, je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais ouais, il y a un côté. Ok, on fait aussi un peu une bonne action, quoi. Ouais, ça fonctionne très bien. Nous, l'année dernière, pendant le Black Friday, on a décidé de faire un Love Friday. Et pendant la journée, en fait, vous choisissiez à quelle association vous souhaitiez reverser les bénéfices des ventes. Et en ce moment, pour Octobre Rose, on a dessiné on a brodé un bouquet de rubans roses pour l'Institut Curie, pour la recherche contre le cancer du sein. Et ça fonctionne super bien parce que, les gens, souvent, ils disent, non seulement je me fais plaisir, mais en plus, c'est un achat responsable, et ça fonctionne très bien. Et nous, on est contente de pouvoir, à notre petite échelle, aider ces associations. Coralie, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous mettez en place ou que tu avais en tête, parce que c'est pas forcément évident non plus. C'est, comme tu disais, un processus. Donc, C'est ça. Moi, je trouve la démarche géniale et je trouve ça super, tout cet élan qu'il y a eu depuis le Covid et j'espère que ça va durer. Nous, on essaye de le mettre en place. C'est plus des problèmes techniques parce que là, on vient de sortir le nouveau site internet, que les développeurs, je leur ai dit, je veux rajouter ça, je veux qu'on puisse donner à un moment du paiement. Ils m'ont dit que tu te détends. Techniquement, c'est très compliqué. Donc déjà, on sort le site, on vérifie les bugs et puis après, on s'occupe de ça. Mais donc, ils m'ont juste dit, on va le faire, mais c'est plus des soucis techniques. Mais moi, je trouve ça absolument génial et j'espère pouvoir le mettre en place très vite. Et il y a quelque chose d'autre aussi au moment de l'achat. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu passer, mais maintenant il y a certaines marques qui proposent de ne plus avoir, par exemple, le papier de soie, tout ce qui enrobe, parce que ça aussi c'est du gâchis. Tous les tote bags qu'on a, moi j'en peux plus des tote bags, je suis désolée, mais j'en ai 15 accrochés à ma porte, là je sais plus quoi en faire. Comment vous faites pour limiter aussi au moment de l'envoi? En même temps, on a aussi envie de recevoir un joli paquet, ça reste de la mode, on l'a dit. Tout ça n'est pas évident. Je pense que on prône de plus en plus le minimalisme, c'est-à-dire que on essaie d'éviter de faire entrer quelque chose de superflu chez soi. Donc ça passe aussi par les commandes et par les colis. Nous, on a vraiment minimalisé le packaging le plus possible et on a fait des progrès parce qu'au départ c'était pas forcément le cas. Et donc on s'en parle. Non, là ça c'est pas nécessaire, donc on l'enlève. Donc en gros, on est resté sur du carton, un papier de soie qui protège quand même le produit, mais basta, c'est tout. La petite carte à la limite de remerciement. Et encore, je pense que ça, on fera des bisous sur Instagram. Merci. Et ça va, ça passe bien au niveau de la cliente? Oui, parce que ça reste joli, mais il y a un moment donné, de toute façon, le carton, les boîtes, on va pas les empiler toute la vie chez nous. Donc ça reste un colis d'envoi dans lequel on a posé notre marque, mais c'est minimalisme, maximal, quoi. Et zéro plastique surtout. Et vous? Exactement pareil. Vraiment minimal, pas de plastique, que des matières biodégradables.
Mais c'est dur de faire moins que ça, quoi. Ouais, et puis il y a la question des polybags et tout. Enfin, on pourrait. Je pense que j'ai 15 000 questions qui s'enchaînent là dans ma tête, mais on peut pas peut-être rentrer trop dans le détail. Mais on va faire de l'upcycling avec les tote bags maintenant. En fait, on a compris le message. Oui. On a compris le message. Très bien. Je regarde. On va peut-être garder un petit peu de temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, on va peut-être passer aux questions du public. Vous êtes nombreuses et nombreux, donc vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas. Oui. Je sais pas comment on fait au niveau des micros, la Covid, tout ça. Ouais, voilà. Ok. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai une question au sujet des précommandes. Comment ça se passe avec les fournisseurs ? Comment ils gèrent ça ? Quand vous dites OK, on veut faire de la précommande, comment ils vous répondent ? Voilà. Disons que c'est de la transparence avec eux. Ils sont au courant qu'il va y avoir tant de pièces qu'ils vont savoir produire, c'est-à-dire que dans la chaîne, c'est compris. Enfin, ils savent le faire, ce modèle-là, et ils sont au courant aussi que dans les 2 mois qui vont suivre, potentiellement, ce produit peut être précommandé tant de fois, et c'est juste en fait un dialogue qui se passe entre nous et nos fournisseurs. Et c'est pas plus compliqué que ça. Eux, ils ont plein de modèles à produire, et ça fait partie maintenant, je pense, de quelque chose qui se globalise et qui se vulgarise aussi en chaîne de production. Je sais pas si je réponds bien ou si c'est suffisamment technique. La difficulté, c'est pas pour les fabricants, c'est plutôt pour nous. C'est que souvent, quand on travaille avec un fabricant, il faut lui dire, là, eux, ils doivent organiser leur agenda en fonction de tous les clients qu'ils ont, et il faut leur dire, là, je vais devoir produire 50 pièces ou 10 ou 500. Ça prend pas le même temps, et du coup, il faut leur dire en avance. Mais sauf que quand on fait une précommande, on sait pas combien il va y en avoir. Donc c'est un peu, faut faire un pari plus ou moins, dire là, faut un minimum anticiper, en fait, c'est ça. Je pense qu'après, avec l'exercice, j'imagine que vous pouvez à peu près dire, grosso modo, des fourchettes, quoi. C'est peut-être les premières fois où c'est un peu du pifomètre, et après, avec l'expérience, ça s'installe. Après, ce qui est difficile aussi, c'est que les précommandes aujourd'hui, les clientes, nous on avait fait un sondage pour savoir combien de temps vous êtes prête à attendre pour votre produit. Et toutes avaient répondu 2 semaines, 3 semaines. Et je disais, mais moi, juste pour commander le fil de mon pull, il me faut 3 semaines. Donc pour le tricoter, il me faut au moins 2-3 semaines de plus. Donc c'est impossible de faire de la précommande vraiment en moins d'1 mois et demi. Donc du coup, soit on commande la matière en avance, mais on prend un risque. Enfin, c'est pas évident du tout. Oui, ça fait partie du challenge éducation, information dont on parlait auprès des consommatrices, quoi. Oui, c'est expliquer pourquoi ça prend tant de temps, en fait, de faire un vêtement. C'est qu'il y a la matière, et encore 3 semaines, c'est hyper court, hein. Il y a des, si vous voulez, des lainages où il y a des tissus, c'est au moins 2 mois d'attente pour avoir un rouleau de tissu, et après, il faut le fabriquer. Alors moi, on a trouvé un petit système, c'est de la déclinaison, c'est-à-dire que tu prends un tissu, je prends l'exemple de cette robe, elle existe, ce tissu, on l'a décliné en un bermuda, en une veste, en un blazer, et en fait, ce qui permet aussi de garantir finalement le tissu dans lequel on investit pour plusieurs pièces, et là, généralement, on s'y retrouve. Voilà, comme ça, on se donne petit type, exactement. Des tips les unes les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Soyez pas timides, hein. Elles sont là pour ça. Il n'y a pas de questions débiles. Non, c'est clair. Exactement. Moi, j'ai même 2 questions, mais on verra. J'ai une première question qui va être très courte. C'est quel statut vous avez utilisé pour commencer ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez commencé avec rien du tout en auto-entrepreneur, en mode bon, allez, vas-y, on verra bien ce que ça donne ? Ou est-ce que vous vous êtes dit, de manière très rationnelle, bon, j'ai mis un petit pactole de côté, maintenant je vais créer une SARL, je vais faire comme ça, avec, voilà. Vas-y, commence. Moi, j'ai commencé, en fait, j'ai gagné le prix du Festival de hier en 2014, et du jour au lendemain, j'ai eu plein de projets, de freelance, de collab, etc. Donc j'ai commencé en auto-entrepreneur. Et très vite, j'ai vu que ça devenait problématique parce que j'avais besoin d'avoir un numéro de TVA. Et donc, quand j'ai créé la marque, en fait, moi, j'ai commencé à faire des collabs avec La Redoute, etc. J'avais pas créé ma marque. C'était que du fake. Je faisais genre Coralie Marabelle était une marque, mais c'était faux. Comme tout le monde. Du coup, quand il y a un moment où on m'a dit, tu vas présenter ta collection pendant la Fashion Week, alors là, mince, il faut que je crée la société, que je fasse la collection. Et j'ai 2 mois et demi. Et parce que dans 2 mois et demi, j'ai vraiment une marque. Du coup, j'ai créé une SAS au moment de lancer la marque.
Moi, c'est un petit peu pareil que Coralie. Donc j'ai créé ma marque, j'avais 19 ans, je me rendais pas trop compte, j'ai contacté très vite la boutique Colette, enfin tout est allé un peu vite. Donc au début pareil, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur, mais au bout d'un moment on est obligé de passer à l'étape supérieure. Donc aujourd'hui Cœur c'est une société. Je pense que c'est pas mal de commencer comme ça. Ouais, il vaut mieux avoir la structure juridique en fait. En vrai, ça aide. Moi, j'avais déjà une société, mais qui me servait à d'autres choses. Et en fait, j'ai juste apposé un statut qui m'a permis d'ajouter cette petite, voilà, ce petit. En fait, il faut cocher des cases, quoi. Tu sais, ça, voilà. Donc la partie mode, elle était pas cochée. Je l'ai cochée et ça s'est fait comme ça. Et ta deuxième question? Oui. Ah, mais vas-y. Du coup, ma deuxième question va peut-être être un peu plus gênante. Vous êtes prévenus comme ça. C'est comment vous faites pour dégager de la marge, sachant que c'est excessivement cher et que, par exemple, moi, j'ai essayé de me renseigner auprès de producteurs français parce que j'adorerais faire du Made in France. Mais j'ai calculé tous mes coûts, j'ai calculé, ok, donc j'ai besoin quand même d'étiquettes, j'ai besoin d'envoyer le vêtement. Si je l'envoie pas, il faudra que je passe par une boutique. La boutique va prendre 50% du prix qu'elle va vendre. Mais en fait, du coup, j'arrive à un prix, j'arrive à des prix, par exemple, pour des t-shirts qui sont mirobolants. Comment on fait? Alors déjà, merci les Galeries Lafayette parce que d'avoir une boutique propre, ça coûte forcément de l'argent. Donc nous, jusqu'à présent, on était disponible uniquement en e-shop et c'est ce qui nous permettait aussi de pas avoir de loyer à payer, donc de pas avoir à pratiquer des prix exorbitants pour du Made in France parce qu'en effet ça coûte cher. On se dégage pas une marge énorme et puis aujourd'hui si on peut découvrir les fringues de manière physique et de pouvoir les toucher, c'est grâce à des labels et des impulsions comme Go for Good qui nous accueille ici aux Galeries Lafayette que ça peut voir le jour, mais sinon des boutiques physiques, souvent faut pas y penser tout de suite, quoi. Ça c'est plus difficile. Non, mais c'est clairement une question très importante parce que c'est très difficile et c'est un casse-tête chinois et moi je suis en plein dedans parce que au début on ne vendait que en direct donc c'était plus facile. Maintenant on est en train de développer le wholesale donc ça rajoute la marge des revendeurs. Du coup il faut que j'arrive à... Parfois et puis en plus quand on veut des belles matières et qu'on a des goûts de luxe comme moi, forcément les matières qui me plaisent elles coûtent super cher et les choses ça fait chier, pourquoi j'ai pas des goûts de merde? Et du coup c'est d'arriver à essayer de trouver un compromis, de trouver une matière super mais quand même pas trop chère parce que sinon au final moi au début quand j'ai commencé j'étais là ok super, je vais prendre un tissu trop beau, on va faire un modèle hyper compliqué, il y aura 50 morceaux de patronage, à grader ça va coûter un bras, on va le fabriquer en France, final on marge pas et du coup faut tout reprendre le truc à l'envers en disant ok alors on va se calmer un petit peu sur la matière, essayer de trouver un truc un peu plus équilibré pour arriver à son but. L'Europe aussi reste une alternative, parce que j'allais dire, le Portugal reste quand même proche. Ouais, exactement. Ouais. C'est comme je disais tout à l'heure, nous au début on voulait faire des t-shirts fabriqués en France, mais on s'est aperçu que la broderie faite à la main à Paris plus le t-shirt fait en France, c'était trop cher et c'est pour ça qu'on est allé au Portugal. Et je te recommande le Portugal parce que c'est vraiment super, c'est des gens qui sont adorables et qui produisent des super vêtements. Et après, c'est aussi faire des compromis. Par exemple, moi, j'ai une chemise qui est très compliquée avec des points à la main, etc. Au début, j'avais mis des coutures anglaises partout. Et après, j'ai travaillé avec mon fabricant. Je leur ai dit, mais là, on s'en sort pas sur le prix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils m'ont dit, les coutures anglaises, top, c'est génial, c'est super luxe. Mais on peut pas avoir les points à la main, les coutures anglaises, le Made in France et la super matière. Donc, il faut faire un sacrifice. Je dis, ok, on enlève les coutures anglaises, on va faire un magnifique surjet à 5 points, ça va être nickel. Et en plus, ça passera mieux en machine. Et finalement, personne ne verra la différence, c'est juste moi. La fabricante, la cliente, je pense qu'elle fait pas la différence entre les deux. Mais c'est trop des petits compromis. Less is more. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, derrière. Pareil, j'ose pas te passer mon micro parce que je crois qu'avec les Covid, les machins... Ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'avais plus une question par rapport à la création en fait de l'entreprise. Quand vous avez commencé, souvent on commence seul et ça fait toujours un peu peur.
qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de vous associer avec des personnes, ou quelles personnes vous avez recrutées en premier dans vos équipes pour vous aider en fait et commencer l'aventure? Voilà. Alors personnellement, je venais pas du tout de l'univers de la mode et vraiment j'avais l'impression de faire un plongeon dans le vide. Donc après il y a des petites, si t'as une petite étoile, et moi je pense que je l'ai eu à ce moment-là où j'ai eu cette impulsion de me dire ok, je vais créer quelque chose. J'ai ces deux personnes, donc Axel et Dorothée, qui sont arrivées qui sont arrivées dans ma vie au moment où j'y pensais. Donc je pense que parfois il y a des croisements de planètes qui se font. Et il s'avère qu'elle connaissait la mode depuis 20 ans. Moi, pour le coup, je baignais j'allais me lancer dans un monde que je ne connaissais pas. Et en fait, on a mis nos 3 expertises autour d'une table et on s'est dit, ok, toi c'est la prod, toi c'est la logistique, moi c'est l'artistique parce que pour le moment c'est ce que je peux faire de mieux. Et puis maintenant, en fait, c'est un cercle vertueux. On a nos petits pôles et ça fonctionne trop bien. Et c'est génial aussi de s'enrichir de l'expertise des autres. Donc moi seule j'aurais jamais pu me lancer, je sais pas vous les filles, mais ça me donnait le vertige, quoi. Moi j'ai commencé toute seule, mais ça a dû durer 1 mois. J'ai vite pris une assistante, j'ai besoin d'aide. Et puis au bout d'un moment, quand tu bosses 15 heures par jour, 7 jours sur 7, et que tu te dis mais en fait je vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est très dur. Développer une marque de mode, c'est un travail de titan. Il y a 1000 choses à gérer et du coup très vite moi je me suis fait accompagner aussi quelqu'un pour prendre toute la partie business, gérer les shops, gérer les ventes, toute la partie pas créa, et moi je m'occupe surtout de la partie créa com, mais encore aujourd'hui je fais plein d'autres choses, hein. Même si je suis créatrice, ma journée se limite, il y a des jours où je fais pas du tout de créa et je gère plein d'autres sujets et voilà, petit à petit l'équipe grandit et on essaye de déléguer des parties, quoi. Ouais, exactement. Moi, c'est un peu comme Coralie. J'ai commencé toute seule. Donc, j'étais vraiment toute jeune. J'avais jamais travaillé dans une entreprise, jamais fait de stage. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Je me suis entourée, je me suis entourée de plein de personnes, pas forcément en interne, mais en externe. Et j'ai très rapidement recruté quelqu'un. Donc j'ai recruté toute une équipe de brodeuses et j'ai recruté donc ma maman pour le service client. Et en fait, c'est une énorme chance de travailler avec des personnes de confiance et des personnes sur lesquelles on peut compter. Et donc je pense que vraiment un conseil, c'est s'entourer de gens bienveillants. C'est très important. Merci. De rien. En plus, ce qu'il y a de magique, c'est que quand tu penses à mieux produire, généralement la bienveillance, c'est comme si t'es magnétique. Il y a tout de suite que des gens bien qui arrivent autour de toi. C'est vraiment, c'est vraiment magique pour le coup. Mais c'est sûr qu'on peut pas lancer une marque tout seul. Il faut être, même si t'es toute seule au début, il faut être entouré parce que c'est un métier de réseau où tu vas forcer. Ça vient jamais que de toi. Ça vient de tes fabricants, de tes fournisseurs, de plein de gens. Donc il faut se faire accompagner. Voilà, avoir des gens, un peu des mentors qui vont t'aider à prendre les bonnes décisions et au début, etc. On peut peut-être prendre encore 1 ou 2 questions, s'il y en a. Oui. Le micro, il arrive. Non, pas de souci, merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Ça rejoint un peu la question, la dernière question, mais c'est savoir, voilà, quand on lance sa marque. Alors, il y en a. Laurie, je pense que c'était peut-être un petit peu différent pour toi, vu que tu avais été Miss France, etc. avant, mais comment on se fait connaître? Miss France ne mène pas à tout, attention. Non, j'imagine, mais bon, c'est vrai que non, j'imagine bien. En termes de notoriété, ça serait trop simple. Oui, c'est clair. Mais quand on n'a pas été Miss France, quand on vient pas forcément du milieu, quand on se lance, comment on fait connaître sa marque? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui marchent le mieux? Est-ce que c'est justement en allant à des talks comme ça, en essayant de rencontrer du monde dans le secteur? C'est quoi les tips un peu pour se faire connaître? Je vous laisse répondre, je suis blacklistée. J'ai compris. J'ai compris. No offense. Non, mais je plaisante. Je pense que déjà tu as une grande chance aujourd'hui, c'est que avec les réseaux sociaux tu peux toucher plein de gens très rapidement. Moi j'ai créé la marque tout début sans même avoir de site internet. En 2014 j'ai créé un compte Instagram, donc je faisais vraiment ça en m'amusant.
Le fait de présenter ton travail sur les réseaux sociaux, ça permet de faire connaître. Et puis nous, on a très rapidement fait beaucoup de collaborations. Donc on a travaillé avec Colette, on a travaillé avec Uniqlo. Faire une collaboration, c'est des moyens. Déjà, c'est super sympa de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Et puis en termes de notoriété, c'est super, c'est toujours super. Pareil. Et en fait, en gros, faut tout faire. Moi, je fais tous les concours, tous les réseaux sociaux, tous les événements. Enfin, faut venir faire des conférences au Galeries Lafayette, faut gagner des concours, faut faire des stories tous les jours, il faut rencontrer des gens, faut surtout pas rester chez soi, quoi. Et la pub payante aussi, est-ce que c'est par exemple, si vous êtes en e-commerce, est-ce que c'est faire de la pub digitale sur les réseaux? Oui, c'est une solution aussi. Après, je pense qu'aucune de nous trois n'a fonctionné comme ça pour commencer, mais. Puis après, c'est après des petites choses, faire des petites ventes. Il faut commencer petit. Tu vas commencer à faire des ventes avec les gens autour de toi, petit à petit, faire des pop-up stores. Faut se montrer. C'est venu après et j'ai compris que tu me blacklistais, mais en vrai, non, mais j'avais quand même un petit truc à rajouter parce que pour le coup, des collabs, j'en ai reçu, des demandes, j'aurais pu en recevoir d'énormes marques, peut-être plus polluantes que ce que j'avais envie de créer au fond de moi. Et en fait, ça aurait été plus simple. En réalité, tu vois, que je m'associe à un gros groupe, un truc qui avoine, mais qui soit pas proche de mes valeurs. Et c'était, du coup, j'ai envisagé la démarche aussi autrement, dans cette envie d'éduquer aussi peut-être les personnes qui me suivaient déjà, pas forcément pour ces questions-là, ces problématiques-là, parce que j'en avais jamais parlé. Quand on a des projets ou des rêves enfouis en soi, on n'ose pas forcément les mettre en avant, les dévoiler, parce que c'est une sensibilité parfois auquel on a peur d'être confronté. Et en fait, le fait de commencer petit aussi, c'était un message en disant certes, j'ai peut-être un peu de notoriété en commençant, mais l'idée c'est pas de faire quelque chose de grand, c'est de rester à petite échelle. Et ça, c'était aussi c'est quelque chose que j'ai envie de conserver dans le temps, même si on grandit en notoriété par nos marques aussi en parallèle. On diffuse des valeurs avant tout. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous trois d'avoir répondu à tout ça. Et puis, merci infiniment.